Alassane Souaré, connu sous le nom d'Al Souaré, journaliste et animateur culturel et manager général de la structure Nord-Sud Communication, il a débuté sa carrière radio à Chéri FM, ensuite au groupe Adafo Média en 2012. Animateur du Morning Radio et le Lève-Tôt sur Espace TV, Al Souaré a rejoint Joma Média depuis quelques mois et occupe le poste de directeur de la stratégie et des programmes. Bienvenue à tous dans votre nouvelle émission L'Apartheid sur Joma TV. La toute nouvelle émission qui vous permet de connaître le vrai visage ou le visage caché de ces personnalités de différents secteurs qu'on va recevoir sur notre plateau, c'est-à-dire ces visages que vous ne connaissez pas au quotidien. Et nous avons comme invité M. Alassane Souaré, journaliste, animateur culturel, communément appelé Al Souaré, et également manager de la structure Nord-Sud Communication. Bonjour M. Souaré. Salut, comment ça va Fatmata Diané? Ça va, je vais très bien. Alors qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'avoir un rôle inversé? C'est-à-dire d'habitude c'est toi qui poses des questions, mais aujourd'hui c'est moi qui te pose des questions. Ben, c'est cool parce que c'est pas tout le temps que c'est donné. On passe tout le temps à réfléchir sur des profils, à chercher des questions, à trouver la bonne approche. Donc c'est toujours, ça fait plaisir de parler de soi sans aucune prétention, mais permettre à ce que aussi les gens découvrent qui nous sommes. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans l'introduction, on ne parlera pas d'Al Souaré, cet animateur, ce maître de cérémonie, ce manager. Aujourd'hui, on parlera d'Al Souaré, cette personne. On n'arrive pas à savoir qui se cache derrière ce vrai visage. Je sais une chose, tu as passé ton enfance en Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance dans ce pays où tu gardes toujours les cultures malgré que tu y as quitté il y a très longtemps? C'est vrai que j'ai passé une partie de mon enfance, une grosse partie de mon enfance en Côte d'Ivoire parce que je suis rentré juste après un événement triste, hein, c'était le décès de ma mère en 2003. Donc quand je suis revenu pour les funérailles, j'ai décidé de rester en même temps parce que c'était le vœu aussi de ma mère que je reste là. Pour la Guinéenne qu'elle était, elle a passé aussi une grosse partie de son temps en Côte d'Ivoire. Et les gens de sa génération, c'est des gens comme Listokera, parce qu'elle avait l'un des plus grands bars guinéens où la plupart des communautés des Guinéens partaient manger. Donc vous remarquerez que dans chaque pays, forcément même quand vous allez en Europe ou dans d'autres pays, il y a toujours un endroit où la communauté vient se retrouver pour se rappeler du pays. Donc c'était un peu l'équivalent qu'elle avait à Abidjan quand elle a décidé de quitter la Guinée pour bien sûr, comme on dit, tout le monde partout se chercher. Donc j'ai grandi dans l'escarcelle de ma mère et ça n'a pas été une enfance aussi facile parce que j'ai passé la plupart de mon temps avec mon père et la religion musulmane étant, c'était vraiment une éducation assez rigoureuse avec beaucoup de règlements. Hein. C'est pourquoi j'ai même eu ma petite amie très tard, à 20 ans, pendant que mes petits amis chrétiens avaient déjà leur petite amie à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Donc allez comprendre que c'était très rigoureux comme éducation. Mais bon, Dieu permet, il y a le résultat. On se fâchait, on ne comprenait pas pourquoi, mais bon, ça va. Moi, pour une personne je suis partie en Côte d'Ivoire pour quelque temps, je vois un peu la vie. Ici, en Guinée, c'est un peu plus strict qu'en Côte d'Ivoire et pour des personnes qui n'ont pas réellement la culture. Alors, vous n'avez jamais parlé de votre père. C'est vrai qu'on va dire peut-être que c'est un peu plus strict en Guinée qu'en Côte d'Ivoire, mais attention, en Guinée, c'est parce qu'on a juste un peu peur. Sinon, on fait les choses dans les maisons, dans les couloirs, dans les endroits. On ne peut pas dire que c'est parce que c'est un peu plus strict. Mais en même temps, c'est vrai, mon père, c'est ma référence. Mon père, c'est vraiment la personne qui m'a boosté. Parce qu'aujourd'hui, si je suis ce que je suis, si je n'ai pas dévié, si j'arrive à faire ce que je fais, je tiens cette rigueur de mon père. Parce que mon père était quelqu'un de très rigoureux. Avec mon père, ce n'était pas des embrassades, c'était pas... c'est pas pour faire des stéréotypes, mais c'était pas le père blanc avec son fils et qui s'asseyait pour parler. Mon père, pour dire bonjour, il fallait t'accroupir pour dire bonjour. Pour dire bonsoir, il fallait t'accroupir pour dire bonsoir. Pour dire bonne nuit, il fallait t'accroupir pour dire bonne nuit. Donc on était dans une éducation assez royale, comme si c'était le Moronaba. Mais laissez-moi vous dire que ça a payé.
Ça a payé parce que parfois j'avais du mal à le comprendre parce que je pouvais m'asseoir et dire mon père il m'aime pas, il fait ci, il fait ça, les autres enfants c'est pas pareil quand je vois un peu. Mais finalement c'était son personnage à lui, c'était sa façon d'être à lui, c'était les valeurs qui nous inculquaient. Donc ce que tu veux expliquer, le côté dur d'Al Soirée que tout le monde ne connaît dur, pas bien de je papa. ne suis pas allé le voler ailleurs, je l'ai pris de mon père. Alors, côté familial, tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 13 frères et sœurs et on est deux, de même père et de même mère. C'est mon grand frère Cheikh Soirée et le reste ce sont mes demi-frères. Tu es venu en Guinée en quelle année? Moi, je suis rentré au pays. En quelle année, il faut le dire ainsi. Je suis rentré en 2003, comme je l'ai dit. Et forcément, c'est vrai que j'ai des demi-frères qui sont ivoiriens, marocains, parce que mon père, c'était quand même un don juan à son époque. Il n'y a pas eu que ma mère. Il y a eu aussi ces femmes-là qu'a connu mon père, parce que la religion le permettait. Et voilà, ce qui fait que on est un peu multiculturel dans la famille, mais je suis définitivement rentré au pays en 2003 et j'ai décidé de rester là et de continuer mes études ici à l'université Sonfonia de Conakry. Je suis pas allé dans une grande université en Europe, je suis resté au pays, j'ai fait mes armes et puis j'ai continué. C'est vrai qu'il y a eu quelques formations vite fait en communication, un peu à Paris. Et je suis parti, je suis revenu, j'ai fait de l'auto-formation, mais ma base c'est la Côte d'Ivoire et c'est la Guinée. Ok, parlant de côté familial, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Ton enfance en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ben écoute, moi j'étais un enfant, on dit que le tigre ne se vante pas de sa tigritude, mais j'étais un enfant très sage quand même, parce que je marchais avec des amis qui fumaient, qui buvaient, qui se droguaient, et c'est pas des stéréotypes, mais pour celui qui a grandi en Côte d'Ivoire, c'est un peu comment ça se passe, les fréquentations, les amis. C'est vrai que toutes mes fréquentations n'étaient pas bonnes, mais j'arrivais à distinguer le bien du mal. Donc même quand un ami me disait « vas-y, tiens, essaie une clope », je disais non, « vas-y, tiens, essaie ça ». Je disais non parce que c'est dans la curiosité de l'enfance, de l'adolescence, que parfois on fait des choses pour voir si on est capable d'en faire. Il m'est arrivé même de me percer l'oreille. Je me suis percé une fois l'oreille pour me mettre une boucle. C'était la tendance. On se disait que si on ne se perçait pas les oreilles, les filles n'allaient pas nous regarder. Et moi, une fois, j'ai dit à ma soeur de me percer l'oreille. Elle m'a percé l'oreille, j'ai mis la boucle. La boucle a disparu comment? Une grosse paire de gifles de mon père. Quand il m'a giflé, j'ai retrouvé la boucle de l'autre côté de la maison. Depuis ce jour, ça s'est refermé, mais la trace est restée. C'est pour ceux qui... malheureusement, vos caméras ne pourront pas zoomer mes oreilles. Mais comme quoi, c'était le petit côté curieux de l'enfance. Mais après, j'étais quelqu'un qui, dès 20 h, dormait. Et je n'étais pas le premier à l'école. C'est sûr qu'il ne fallait pas me compter parmi les 10 premiers. Mais j'avais une enfance assez sage et assez posée. Et je créais moins de problèmes à mes parents. Je ne ramenais pas de bagarres, de problèmes. Votre fils nous a fait ça. Votre fils nous a insulté. Donc, tu étais un peu l'enfant timide. Voilà, j'étais très timide. C'est pourquoi bon? très timide. Oui, quand j'étais petit, j'étais très timide parce que j'étais dans mon coin. Et ma mère, elle m'avait déjà laissé à 3 ans chez mon père. Et mon père, il m'a élevé et j'ai grandi dans la main de ma marade. Donc, ça m'a un peu replié sur moi. Et je pense que c'est plus tard, quand je suis devenu un peu plus majeur, que j'ai commencé à m'ouvrir à la vie. Donc parfois, moi-même, je me tonne de mon attitude et les gens ne comprennent pas pourquoi. Beaucoup disent qu'il est renfermé, il est dans son coin, il est orgueilleux, il est gonflé. Mais ils ne comprennent pas que c'est une suite logique de mon enfance qui est restée sur moi et qui fait que je suis quelqu'un de renfermé. Mais en même temps, c'est ma barrière de sécurité. Ça ne fait pas de moi une méchante personne, une personne qui ne sourit pas aux autres, une personne qui n'est pas accessible, mais je me protège. Alors, parlons un peu de ta vie amoureuse, tu l'as souligné. C'était qui ta première petite amie? Ma première petite amie, elle est toujours en Côte d'Ivoire et j'ai pas envie de lui faire de fleurs là, à lui a donné son nom. Mais c'était une Malienne d'origine qui s'est installée avec ses parents. Ses parents se sont installés bien avant en Côte d'Ivoire et je l'ai connue quand j'avais 20 ans. Et malheureusement, la distance nous a séparés parce que je suis venu en Guinée. Et elle n'a pas supporté. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était les cybercafés. Il fallait que je parte au cyber pour écrire, pour revenir dans une semaine pour avoir la réponse. Ce n'était pas très évident et je pense qu'elle n'a pas supporté la distance. Et voilà, Alors, moi, mort. personnellement, pour une personne qui ne te connaît pas aujourd'hui,
J'ai eu à travailler avec toi dans une même boîte, dans la boîte dans laquelle tu as rencontré aussi ta défunte femme. Ouais. Alors, moi, j'aimerais savoir comment tu arrivais à gérer ton ménage et le travail, étant donné que tu étais dans la même émission que ta femme. Ben, je faisais abstraction justement de ce à quoi les gens pensent. Impossible, c'est pas possible, il va connaître tes secrets, il va connaître tes secrets, il va tout voir. Quand vous êtes une paire, il n'y a plus de secrets. Il n'y a plus rien à vous cacher. À la maison, au travail, dans la rue, partout, vous devenez une paire. Moi, j'ai fait abstraction de tous ces préjugés, de toutes ces idées reçues, et ça marchait bien. On se disait qu'on allait se dégoûter parce qu'on allait se voir partout, on allait s'étouffer. Mais à un moment donné, on n'avait pas les mêmes horaires. Donc, c'était difficile même qu'on se croise parfois. Au début, si on se croisait, mais à un moment donné, on ne se croisait plus parce qu'on ne pataugeait pas dans les mêmes émissions, on n'avait pas les mêmes programmes à tous les coups. Donc, ça allait, c'était très équilibré. Et voilà, moi, j'ai eu aucun problème avec ça. Je ne pense pas être le premier. Il y a bien des acteurs qui se sont connus sur des plateaux de tournage et qui se sont mariés. Et comment ils ont fait? Voilà, allez leur poser aussi la si question. on remontait un peu, comment s'est passée ta rencontre avec elle? Parce que dans une boîte, quand même, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de filles, mais c'est sur elle que tu as flashé. Tu dis non, c'est elle. Pourquoi ce choix? On dit souvent que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et moi, je ne pense pas que notre rencontre ait été le fruit du hasard. Parce que la première fois que je mets les pieds dans le média où j'étais, justement, je la rencontre dans les couloirs. Et c'est la première personne que je rencontre dans les couloirs et je lui demande c'est à quel étage. Et elle me dit allez, c'est au 4e étage. Donc j'y vais et puis je reviens pour une deuxième rencontre, un deuxième entrevue qui je rencontre elle dans les couloirs. Et je lui dis vous, je vais finir par vous donner une bise. Hein. À chaque fois que je viens ici, c'est vous que je rencontre dans les couloirs. Et je viens toujours au moment où elle est sur le point de rentrer chez elle. Pour moi, c'était pas du hasard. Les bonnes âmes savent se retrouver et je pense que c'est ce qui s'est fait plus tard. Nous-mêmes, après, on s'est assis un jour dans le lit pour se moquer de cette partie de nos débuts de rencontre. Comme quoi aussi, Dieu fait rien pour rien, quoi. Et est-ce que tu as un souvenir d'elle que tu gardes et qu'à chaque fois, quand tu te sens mal, tu penses à ce souvenir? Je n'ai pas un, j'ai des. Parce tu peux ce genre de personne, tu ne peux pas avoir un seul. Ce serait déjà, entre guillemets, une insulte d'en avoir qu'un seul souvenir. Mais je me rappelle d'un souvenir, je lui avais offert une voiture. Et le jour que j'ai emmené la voiture, elle était au salon et j'ai emmené la voiture, je l'ai garée dans la cour, je suis rentré. J'ai mangé tout et tout. Elle a mis la tête dehors et puis elle n'a pas vu ma voiture en fait parce que la mienne était garée dehors, il n'y avait pas de place. Et puis elle m'a dit tiens, tu as changé de voiture? J'ai dit non, je n'ai pas changé de voiture, c'est ta voiture. Et là, c'était mon plat là. Elle a versé mon plat. Et voilà, parce qu'elle avait vraiment une joie de vivre et c'est ce genre de choses quand tu t'assois et que tu y repenses, forcément tu es touché. Tu es touché et tu t'es dit que cette personne était pure, elle était sincère, ses émotions n'étaient pas forcées, ce n'était pas du semblant, c'est parce qu'elle les ressentait qu'elle ressortait. Et ça motivait à… Parce que la plus belle chose dans un cadeau, c'est de voir que tu as rendu heureux quelqu'un et que la personne l'utilise avec fierté. Toi qui donnes le cadeau, ça te motive à encore donner d'autres cadeaux, si les moyens le permettent, bien sûr. Mais est-ce que quelqu'un pourra remplacer ce qu'elle est dans ton cœur? Bon, ça, la question revient à Dieu. La question revient à Dieu parce que je ne suis pas un devin pour dire que quelqu'un pourra remplacer ou pas. Mais une chose est claire, elle a marqué ma vie et elle va toujours marquer ma vie. Ça, c'est clair et comparaison n'est pas raison. Mais elle a été ce qu'elle a été, elle a fait ce qu'elle devait faire et Dieu l'a mis sur mon chemin. Il a reprise comme on dit, c'est comme ça, c'est la vie. On accepte, on avance. Après, irremplaçable, indéboulonnable, on a bien envie de trouver tous les superlatifs possibles, mais on n'est pas Dieu. Et il y a des mots que j'évite d'utiliser parce que j'estime que c'est lui seul qui décide de tout. Alors, on a parlé de tellement d'événements douloureux cette fois-ci. On va passer à la rubrique J'avoue tout. Je t'explique. C'est une rubrique où tu as des séries de questions dans ce panier que tu vas choisir. Tu vas choisir 4 questions que tu vas lire toi-même, regarder la caméra et répondre sincèrement. D'accord, ça marche. Je suis prêt.
Retour sur ce plateau, comme je vous l'annonçais, nous avons bien Monsieur Alassane Souaré, communément appelé Al Souaré, journaliste culturel et également manager de la structure Nord-Sud Communication. Depuis le début de l'émission, on a essayé de poser des questions sur sa vie intime, mais ce n'est pas fini parce qu'on vient à peine de commencer et cette fois-ci, on va aller avec les séries de questions. Monsieur Souaré, à toi l'honneur. D'accord, à moi l'honneur, je dois piocher. D'accord. Ton tout premier souvenir aussi loin que ta mémoire puisse remonter. D'accord. Mon tout premier souvenir. Mon tout premier souvenir, aussi loin que ma mémoire puisse remonter. Peut-être qu'un ami de classe t'a battu à l'école. Non, je me rappelle une fois, c'était lors d'une fête. Et j'avais un ami qui organisait une grande fête. Et j'avais pas de chaussures pour aller à la fête. Donc j'ai un ami que j'ai contacté. Je lui ai demandé de me prêter ses chaussures. Parce que je voulais aller à la fête et... Moi, j'avais les léqués benguistes, qu'on appelle ici, les léquets, hein, en caoutchouc, c'est ce que moi j'avais pour aller à l'école. Donc, il m'a dit, vas-y, passe prendre la chaussure, mais ramène-la moi le lendemain, tout propre. Donc, j'ai pris la chaussure, j'ai porté, je suis allé à la fête, tout s'est bien passé. Les gens ont apprécié ma paire, je savais que c'était pas, au fond de moi, c'était pas ma chaussure, mais je disais merci, merci. Après, j'ai ramené la paire, mais en fait, c'est pas le prêt en lui. C'est le fait que, je me rappelle à cette époque, je n'avais pas la possibilité de m'offrir des chaussures. Je n'avais pas la possibilité d'acheter une paire de chaussures. Même les léquets, il fallait que mon père me donne l'argent pour acheter. J'étais au lycée, c'est vrai. Et qu'aujourd'hui, je rentre dans un supermarché et que je peux vider toute une laterie. Je me dis que, voilà, c'est la vie, quoi. C'est la réponse à la vie. Et moi, c'est ce souvenir-là parfois qui revient dans ma tête à chaque fois que, même quand je prends une paire pour moi, pour la remettre à quelqu'un. Je me rappelle toujours de cette fois où je suis allé dire à mon ami, prête-moi ta chaussure, j'ai pas de chaussures pour aller à la fête. Ah là là. Voilà. On passe à la deuxième question. C'est pas passionnant comme souvenir, mais c'est mon souvenir. C'est devenu une grande leçon de vie. C'est une grande leçon. Quelle est ta plus grosse honte? Bon, ma plus grosse honte, je dirais que c'était en 2012. En 2012, quand je reprenais, je quittais l'ancienne boîte où j'étais pour la nouvelle boîte. Et on m'avait confié la matinale. Et je n'avais pas pris toute la mesure de la matinale. Donc je suis venu tout guindé, tout... Dans la nouvelle boîte. Voilà, et je me disais que j'étais trop fort et que c'était un petit truc. Alors que c'était l'émission la plus compliquée. Et je me suis cassé la gueule comme pas possible. Et le patron m'avait dit, lui, plus jamais on le met dans cette émission. Et je me suis juré que j'allais revenir dans cette émission et de plus belle, et personne n'allait la présenter à ma place. Et je me suis lancé ce défi et après j'ai réussi. Félicitations. Merci. Ça fait la deuxième question. C'est la deuxième question. C'est 4 questions. Ah. Donc, il te reste encore 2 questions. Ah, d'accord. Ce panier. Tous les papiers font peur. Tous les papiers font peur. Mais bon, on y va, on se lance. Le nom de ton premier grand amour de jeunesse. Aïcha. Aïcha Maïga. La malienne. J'ai pas voulu dire son nom, mais comme c'est la rubrique, comme c'est la rubrique, Aïcha Maïga. Voilà, petit clin d'œil, elle est mariée aujourd'hui et tout va bien dans sa famille. Ah, donc, vous êtes toujours en contact. Non, j'apprends. J'apprends. Alors, on va aller très rapidement avec... Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ça va. Ok, avec la toute dernière question. D'accord. La toute dernière question. Ta plus grande peur? Ben, c'est relatif, hein. Moi, j'ai plus peur d'échouer dans ma vie que de mourir. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà connues, il y a des choses qui sont déjà préfaites, il y a des choses qui sont déjà naturellement composées. Et moi, aujourd'hui, vous me direz entre échouer à une mission et mourir, tu choisis quoi? Moi, je vous dis que je choisis carrément échouer à une mission. Parce que mourir, je sais que je suis né pour mourir, en fait. Et je sais que je vais partir tôt ou tard, c'est pas programmé. Par contre, j'ai peur de échouer. C'est-à-dire qu'on me mette à un poste et que je ne sois pas capable de relever le défi et qu'on m'enlève du poste pour mettre quelqu'un d'autre à ma place et que je reste dans la même boîte. Ça, je ne le supporterai pas. Donc, je me donne toutes les armes, je me donne
toutes les possibilités de réussir toutes les missions qu'on me confie. Et c'est ce que je fais depuis des années. Ça se ressent à travers la petite agence de communication qu'on a créée. On est venu trouver des gens qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le métier. Ça ne nous a pas empêché d'être numéro 1 en 2019 comme agence. Ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. Moi, je ne suis pas le patron qui est assis dans le 4x4 à donner des ordres. Moi, par exemple, je prends un exemple banal. Quand j'organise un spectacle, je prends la voiture, je peux mettre des banderoles, par exemple, donc on a créé, pour ceux qui connaissent la capitale, de 18 h à 6 h du matin. Et parfois, on me rencontre, ah, mais il y a des petits qui peuvent faire ça. Je dis, ils ne feront jamais mieux que moi. Ils n'afficheront jamais mieux que moi. Donc, je suis quelqu'un qui est au charbon. Je suis quelqu'un qui est sur le terrain. Je ne suis pas un bureaucrate. Je déteste le bureau. J'y vais parce que je suis contraint. Et j'estime que les vrais défis sont sur le terrain. Voilà. Alors, c'était la petite partie, j'avoue tout, parce qu'il y a des questions que moi, je ne peux pas poser directement. Donc, ce que Ma mère a réussi à les esquiver. Tu as appris toi-même, tu as lu toi-même et tu as répondu. J'ai une matrice qui voit dans les papiers, donc j'ai réussi à esquiver. Parce que je sais qu'il y avait des questions là-bas, si tu avais pris. Ben voilà. Tu allais enlever le micro et partir parce que tu n'allais pas répondre. Ben voilà, les dieux sont avec moi. Alors, on va poursuivre cette émission toujours, cette fois-ci, en parlant de ta gastronomie. D'accord. Tu as vécu en Côte d'Ivoire, tu as vécu en Guinée. Qu'est-ce que tu aimes comme gastronomie, guinéenne ou ivoirienne? J'aime les deux. En Côte d'Ivoire, quand j'y suis, j'aime beaucoup manger le kedjenou de pentade avec de la tchéké, j'adore. Et quand je suis au pays, je mange beaucoup la sauce gombo. J'aime bien la sauce gombo et puis j'aime aussi le tamba. Ah mais c'est bizarre, tu n'as pas dit atchéké, foutou, banane. Non, mais le kedjenou, c'est toujours accompagné d'atchéké. Voilà, okay. Parce qu'il y a des gens qui mangent le kedjenou avec le riz, mais la base même du kedjenou, c'est de la sauce piquante avec dedans des ailes, tout ceci, de dindon. C'est comme une soupe. Comme une soupe accompagnée de l'atchéké. Moi, je mange toujours mon kedjenou avec l'atchéké, jamais avec du riz, jamais avec du foutou. Voilà. Ah, tu m'as demandé les préférés. Sinon, c'est pas que je mange pas les autres, mais comme tu as dit les préférés, c'est ça. Mais non, souvent les gens, quand ils parlent Al-Soiré, il s'habille bien, il est soigné. Quel est ton quotidien à toi? Par exemple, il y a de ces hommes, souvent, ils aiment aller au spa, ils aiment faire leurs ongles, les tenues. Alors, explique-nous un peu, c'est quoi ton quotidien côté vestimentaire, côté soins? Tu sais, chacun de nous grandit avec un complexe. Chacun de nous grandit avec quelque chose qui pense toujours ne pas être beau sur lui. Et moi, je ne me suis jamais trouvé charmante personne, tu vois. Donc, j'ai grandi avec ce complexe-là et qu'il fallait boucher ce côté-là par autre chose. Et l'autre chose, c'était quoi? Fallait avoir du charisme. Et moi, le charisme, je le tiens de mon père, toujours encore, parce que c'était un monsieur très charismatique. Donc j'ai dit, moi, quand je vais grandir, je vais faire comme papa. Je vais marcher comme papa, je vais me tenir comme papa, parce que papa disait toujours, un homme, ça tient droit, ça met son buste comme ça et ça lève la tête. Ça ne marche pas tête baissée. Donc, tout ça, c'est resté en moi. Et mon père, c'était quelqu'un de très raffiné, quelqu'un qui s'habillait bien. Même en boubou, il ne se négligeait pas, comme on dit. Donc, je pense que ça a calqué sur moi. Et voilà, je suis quelqu'un dont l'argent ne va pas payer du champagne ou ne va pas payer les soirées arrosées, mais une grosse partie de l'argent va payer les fringues. Parce que moi, mon autre passion, c'est les fringues. Quand je rentre dans une boutique, je ne rentre pas tous les jours. Je peux rentrer chaque 6 mois ou 1 an. Mais quand je rentre, c'est pour vraiment rafler. Et j'aime m'habiller, j'adore m'habiller, même quand je suis à la maison, tout est dans le détail chez moi. J'aime bien me mettre, j'aime bien paraître parce que le paraître aussi, c'est la personnalité. Quand vous êtes dehors, si vous voulez qu'on vous respecte, si vous vous habillez dans un gala en t-shirt jean déchiré, c'est normal qu'on ne va pas vous prendre au sérieux. Donc tout est dans le vestimentaire et c'est la première apparence qu'on voit avant de rencontrer une personne, avant de savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il vaut. Quand tout est équilibré, vous êtes chanceux. Après, derrière... Voilà, c'est ça. Alors, tu es style boubou ou style costume? Tout style confondu. Ça dépend des circonstances. Quand je suis à l'intérieur, vous ne serez pas dessus. Ben voilà. Même en caleçon à la plage, vous ne serez pas dessus. Alors, on continue parce que... Parce que c'est le dernier rempart. Le caleçon, il n'y a pas boubou, il n'y a pas veste. Il n'y a rien. J'ai tellement de questions à poser que dans ma tête, tout est mélangé. Je me dis, est-ce que le temps va me permettre d'aller au bout de toutes ces questions? Ça va aller. Alors aujourd'hui, c'est quoi ta vie amoureuse, Al-Soiré? Ma vie amoureuse, c'est une vie où je suis en train de trouver forcément un chemin.
sans être pressé, parce que je vois beaucoup de personnes que je rencontre qui me disent il faut te marier maintenant, il faut te remarier maintenant, il faut te remarier. Mais le plus important n'est pas de se marier, mais de rester marié. On le dit toujours. Alors, moi, j'attends le bon moment, le moment où Dieu va m'éclairer, comme il m'a éclairé la première fois, pour que ça se fasse. C'est pas compliqué. Mais il n'y a pas quelqu'un dans ta vie comme ça. Ça, je ne le dirai pas sur vos caméras. Mais pourquoi? Ah, parce que c'est comme ça. Non, pourquoi tu dois le dire? Je ne suis pas un cœur à prendre. Ah, c'est bon? Donc... c'est bon, ça veut tout dire. Ça veut dire, ok, voilà, d'accord. je ne suis pas un cœur à prendre. J'aurais dit je suis un cœur à prendre, c'est sûr que mon Facebook allait se remplir. J'allais venir sur cette question parce que pour un homme public, j'imagine combien de fois ça doit être compliqué de gérer toutes ces personnes qui veulent être avec toi. Alors comment tu arrives à le faire? Parce que si tu suis toutes ces filles qui peut-être t'envoient des messages, qui veulent être avec toi, surtout que pour elles, tu n'as personne dans ta vie, comme on le dit, tu es veuf. Et vont se dire, bon, moi, je peux être la femme qu'il te faut, la personne qu'il te faut. Comment toi, tu arrives à gérer tout cela? Moi, j'ai vu quelqu'un me tirer les oreilles comme ça une fois, me dire que le veuf le plus convoité, il m'a tiré les yeux, mais ça va pas, non? Mais attends, c'est pas... Toutes ces personnes sur les réseaux sociaux, c'est du fictif, c'est du virtuel. Et ces personnes-là sont emportées par du virtuel. Elles peuvent m'idéaliser, mais au fond, il n'y a rien. Je suis comme elles, je suis comme toute personne. Peut-être que le mythe de la télé, de la radio peut faire miroiter des personnes, mais après, derrière, il faut garder les pieds sur terre. Donc, ce qui fait que moi, les sollicitations sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais pris au sérieux, en fait. Parce que je me dis que cette fille, elle ne me suit pas parce que je suis le gars du quartier qui joue au foot avec ses petits dans le quartier, tout. Elle me suit parce que derrière, elle m'a idéalisé. Mais il suffit que tu enlèves le mythe de l'idéalisme sur moi et que tu comprendras que je suis une personne ordinaire comme tout le monde, avec des problèmes de facture, avec des problèmes d'eau, de courant, etc., comme tout le monde. Je ne suis pas un super homme. Donc, moi, je garde les pieds sur terre et c'est des choses qui ne m'ont jamais ébranlé. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Et si je devais, comme on dit, sortir avec toutes les personnes qui m'écrivaient sur les réseaux sociaux, ça allait être très difficile. Hein. Je ne pense pas que j'aurais eu longue vie. Mais est-ce qu'une fois, toi, personnellement, c'était arrivé de, comme on le dit chez vous, de taper poteau chez une fille? Oui, c'est ce que je dis. Je ne suis pas un super homme. Je ne suis pas un homme à part les autres. Tout le monde a tapé poteau dans sa vie. Mais comment ça s'est passé? Le poteau? Oui. Mais la fille, elle a dit non, mais après, j'ai soulevé mon poteau, je suis parti. Si ce n'est pas Paul? Ouais, c'est Pierre. Mais après, le malheur, c'est qu'elle est revenue. Elle est revenue avec un trou pour que je creuse mon poteau. J'ai dit non, ça ne m'intéressait pas. Moi, c'est bon. Voilà. Elle n'a pas vu en moi ce qu'elle devait voir. Elle a attendu plus tard que j'ai eu un peu de un peu partout pour revenir. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc, je me suis vengé. Je lui ai fait faire taper un poteau aussi. Donc, égalité. C'est quoi le caractère de femme que tu aimes? Moi, toujours aux antipodes, il me faut une femme posée. Une femme super intelligente, parce que moi, la beauté pour moi, c'est relatif. Hein. Je ne cherche pas de Kim Kardashian ou bien de voilà, une bimbo, une pulpeuse, ça ne m'intéresse pas. Il faut avoir aussi dans la cabeza, hein, il faut avoir aussi dans la tête, il faut être quelqu'un de très posé. Parce que pour un homme de projet, quand même. Il faut être une personne qui puisse me comprendre, parce qu'on fait des métiers, on voyage, on n'a pas de vie de famille, on sort tôt, on rentre tard, on est entre réunions, même si les réunions sont devenues l'alibi le plus parfait aujourd'hui pour les hommes pour se dissiper de leur maison. Mais ça n'a rien à voir. Et une personne qui me comprend, qui me suit dans mes folies, qui me suit dans mes rêves et qui accepte mon quotidien. Parce que si tu n'as pas cette personne qui a ce don de soi, qui a ce dos large, c'est difficile. Même la plus belle femme au monde ne pourra pas parce que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a, comme on dit. Alors, on va changer d'angle et on va parler des projets futurs. Parce que je pense qu'on a parlé du passé, de maintenant, de projets futurs. Est-ce que tu as un pays de rêve que tu aimerais visiter? Ah ben non, j'ai pas un pays de rêve parce que j'ai pas fini de faire le tour de la Guinée encore. Ok. Il y a de belles choses à découvrir à Massanta, à Zérégouré, etc. Tout ça. Après, derrière, c'est vrai que je suis allé une fois sur une presqu'île en Turquie. Ça s'appelle Bodrum. C'est vraiment magnifique parce que j'ai découvert des vestiges sous l'eau, sans faire la publicité de la ville. Et c'est une amie qui m'y a emmené. Et j'ai aimé et j'ai promis revenir dans cette île. C'est une île à 1 heure de Istanbul. C'était magnifique et j'avais perdu ma femme à l'époque et j'avais besoin de sortir un peu du pays et elle m'a proposé cette île. Donc j'étais le seul noir sur l'île
Donc, allez comprendre, on m'appelait American Man. Donc, American Man, yeah, how are you? Moi aussi, je jouais le jeu, yeah, I'm fine, and you. Non, Donc, mais la partie cachée que les gens peut-être ne connaissent pas, c'est ouais. ton côté comédien. Voilà, donc du coup, j'étais vraiment... j'ai aimé parce qu'on ne me connaissait pas, je ne connaissais pas les gens. Et on parlait en turc et en anglais. Déjà, mon anglais, il est cabossé, je ne comprends pas le turc. Va comprendre la catastrophe sur mon chemin. Et plus que le cuisinier, il ne comprenait que le truc des pâtes. Tout le séjour, je mangeais que des pâtes. Parce que quand je commande un autre plat, comment je vais dire en anglais? Comment lui, il va me répondre? Il comprend que le turc. Mais tu pouvais utiliser Google Traduction. Non, oui, justement, j'utilisais Google Traduction parfois. Et puis, quand on sortait de l'hôtel, j'allais manger autre chose. Mais c'était super bien et tout s'est très bien passé. C'était une belle expérience. D'accord. Au-delà du projet travail, projet entreprise, c'est quoi tes projets futurs pour toi-même personnellement? Devenir papa. J'ai 35 ans aujourd'hui. Tout homme rêve d'avoir des enfants et de grandir avec son enfant. Il ne faut pas avoir la canne et que ton enfant ait 10 ans pendant que tu as 80 ans. Il y a un décalage, tu vois. Totalement. Et l'enfant, il te prend pour son grand-père alors que tu es son père. Après, derrière, comme on dit, pour moi, c'est ça, la belle vie de famille. Pour le moment, j'en ai pas. Je compense avec le travail. Toujours le travail, toujours le travail. Toujours aller haut, plus haut. Et ça te manque cette affection d'être père? Oui, ça me manque, mais je prie Dieu tous les jours, justement, de rencontrer la personne qui va me permettre d'être papa. Si je ne l'ai pas déjà rencontrée, mais voilà, on s'en remet à lui. On ne peut pas faire autrement. C'est lui l'omniscient, c'est lui l'omnipotent. C'est comme ça. Comme on le dit. Et j'en ai à quelques minutes de la fin de cette émission. En tant que musulman, est-ce que tu maîtrises les versets du Coran? Ah, je ne maîtrise pas tous les versets du Coran et j'aime pas jouer avec la religion, j'aime pas jouer avec les histoires de sourates, j'aime pas qu'on me pose des questions là-dessus, mais j'arrive à faire mes prières. C'est ça le plus important. Je te vois venir. On ne joue pas avec l'islam. Mais attends, je n'ai rien dit, j'ai juste posé une question. J'ai complété ma réponse. Tu as répondu. Parce que je te vois venir. Parce que tu allais me dire de réciter une sourate ici, je te vois venir, j'ai anticipé en même temps. Voilà. Mais on dit l'apartheid, c'est l'apartheid, mais la religion c'est sensible. Et moi je fais mes prières, Dieu me comprend dans mon langage. C'est ça qui est important. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que ce que je dis, que ce soit en arabe, que ce soit en français, en anglais, en chinois, Dieu il a compris. C'est ça qui est important. Oui, la dernière fois, j'étais sur la page de Joma TV où je t'ai vu te déhancher en zouglou. Moi, personnellement, j'ai plein de tes vidéos. Alors, l'ambiance ivoirienne et l'ambiance guinéenne, qu'est-ce que tu préfères? J'aime les deux. Je m'ambiance sur du takana, sur plein de sons. Voilà, j'ai des vidéos où je danse sur de la musique guinéenne. Mais moi, je suis quelqu'un qui a de la joie de vivre. Et j'ai ma façon à moi de me déstresser. J'ai ma façon à moi de décompresser. Et parce que c'est vrai, il faut rester sérieux dans le travail. Mais écoute, le travail, il ne va pas nous tuer aussi. À un moment donné, il faut se libérer. Et moi, je suis moi. Je ne cherche pas à être dans la peau de quelqu'un. Peut-être que beaucoup sont étonnés quand ils voient mes vidéos sur les réseaux. Je ne fais pas exprès pour chercher de la publicité. C'est vraiment spontané chez moi. Je ne dis pas aujourd'hui quand je vais arriver au boulot, je vais danser pour tout le monde. Ça n'a rien à voir. Il y a un truc qui me plaît, il y a le feeling qui est là. Je me lève, je me mets bien. Pour terminer, comment tu fais pour déstresser ton passe-temps? Quand tu es stressé, qu'est-ce que tu fais? J'adore faire du sport déjà. C'est pourquoi j'ai une petite salle de sport à la maison. J'adore faire du sport. J'adore aussi jouer au foot avec les enfants au quartier. Ça m'amuse parfois. Quand j'étais petit, on m'appelait Zidane déjà pour commencer. Voilà, mais ce n'était pas un Zidane de grand footballeur. C'était un Zidane pour se moquer de moi parce que j'étais piètre footballeur. Attention, tu fais vite de m'applaudir. Et puis aussi, voilà, c'est ça mes passe-temps. J'aimais jouer au Scrabble. J'ai arrêté. Oh là, c'est difficile que tu me croises la nuit en boîte de nuit, en nightclub. C'est très difficile. Je ne suis pas un homme de la nuit. J'adore les restaurants, j'adore aller au cinéma, j'adore faire de la lecture, j'adore aller dans un hammam, me faire un massage, un bon massage. C'est ça, je suis le contraire de ce que je laisse paraître dehors. Parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a dit une fois, ah lui là c'est un caméléba, et tu le vois avec ses costumes là en train de... C'est les gens là. Mais au fond, c'est des préjugés. Mais quand tu rentres dans la vie de l'homme, tu vas comprendre que ce n'est pas un fêtard, c'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher à créer, à s'inventer, à proposer une nouvelle personne de lui, à se modifier, à se remodifier, tu vois. Et moi, c'est plus ça, c'est ça mon cocon. Quand je monte chez moi, 22 heures ne me trouve pas dehors. C'est vraiment, vraiment rare et c'est exceptionnel.
je suis toujours ici. Je ne suis pas au boulot à 22h, je suis chez moi à la maison. Et les jours où je n'ai pas radio après 22h, tu ne me trouveras pas dehors si ce n'est pas à la maison. Voilà, les week-ends, je suis avec mes amis, je pars au restaurant, manger un bon plat, mais je fais tout à la maison. Je suis très casanier. Par contre, à la maison, je dérange les voisins parce que je mets le volume de mon woofer et je fais le show. Ah là là, désolé voisin. Voisin, si vous nous regardez, nous-mêmes, on vous dit désolé. Alors j'aimerais tellement parler, discuter, peut-être toute la journée, mais la réalisation me signale que c'est la fin de l'émission, qu'on est presque à la fin. Et ça a vraiment été un réel plaisir de venir sur ce plateau, de nous parler vraiment sincèrement, parce que ce sont des questions, peut-être quand on posera à une personne, une personne qui a tellement maquillé sa vie, il va se dire non, ça, je peux pas dire ci, je peux pas dire ça. Mais c'est franc parler, c'est sincère et vraiment on te remercie d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et on espère que dans les autres saisons également, tu reviendras. Avec plaisir, pourquoi pas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de production de Joma TV. Merci à tous de l'avoir suivi. On espère vous retrouver une prochaine fois avec un autre invité surprise dont vous allez connaître la face cachée.